J'aimerais remercier mon commanditaire Eros et compagnie d'appuyer le Max Richard Show et plusieurs autres créateurs de contenu indépendants au Québec. Vous pouvez utiliser le code promo MAX15 et recevoir 15% de rabais sur tous vos achats chez Eros et compagnie. Là, on parle de Verdun Love puis tout. Ok, ben oui. Let's go. Ok, 3, 2, 1. Verdun Love, tu désavoues Verdun Love, pourquoi? Ah, ben parce que quand je suis arrivé en 2012, moi, je me reconnaissais beaucoup dans Verdun, parce que c'était pauvre, c'était très, très populaire, ouvrier, puis moi, je viens d'un milieu très pauvre, fait que je me reconnaissais beaucoup dans les gens. Moi, j'ai toujours dit que c'est un grand Hawkesbury. En 2012! Okay. En 2012! Ben, explique-moi Hawkesbury, parce Hawkesbury, que je suis déjà allé à Hawkesbury. Working class town. Quand il y avait des usines, là, c'était un peu plus un crackdown en ce moment. On arrache un peu plus que le downtown core, je veux dire. T'es franco-ontarien? Je suis franco-ontarien, oui. OK. Fait que, bienvenue au Québec. Merci. J'ai eu mes permis cette année, même si j'étais undercover pendant un bout de site. Mais Hawkesbury, le vieux Verdun de 2012 me faisait penser à un Hawkesbury avec une densité. C'est le même monde, on dirait. Ah ouais, moi, c'est la même chose, mais avec Pointe-Calumet. OK. Pointe-Calumet, au bord de l'eau, au bord de la rivière, proche de Grenville. Non, Pointe-Calumet, c'est où ça? Pointe-Calumet, c'est l'autre bord de l'île Bizarre. OK, laisse faire. Le lac des Deux-Montagnes sépare l'île Bizarre de Pointe-Calumet. C'est à côté, c'est là où il y a le Beach Club d'Olivier Primo, à côté de Oka, Saint-Joseph-du-Lac, Sainte-Marthe, Deux-Montagnes, Saint-Eustache, dans ce coin-là. Puis, c'est ça, ça ressemblait beaucoup à ça. Puis, tu sais, quand je suis arrivé à Montréal, moi, c'était, j'étais dans le milieu artistique. Tu peux bouger le mic, tu peux faire ce que tu veux. Bon, je te toucher avec. Ramène ça comme tu veux. J'étais dans le milieu artistique, fait que je connaissais juste... Moi, mon but, c'était de me positionner dans le monde de l'art, puis tout ça, puis de vivre de mon art, puis genre, on dirait que la seule manière de faire ça, c'était d'habiter sur le plateau, tout le monde était sur le plateau, ou Rosemont, à la limite, puis moi, j'ai fait comme... J'étais arrivé, puis je pense que ma copine travaillait au... oui, elle travaillait au Naturiste sur Wellington à l'époque. Là, c'est une boulangerie maintenant. Puis elle travaillait là, puis j'allais souvent la voir. Puis je tombais en amour avec le quartier sans même savoir que j'allais finir par habiter là un jour. Puis j'ai fait comme, hey, c'est pas le même Montréal que je vois. Parce que moi, j'étudiais au Collège Salette à ce moment-là, qui était genre comme sur le plateau, là, au Saint-Denis et Sherbrooke, genre. Puis là, j'étais comme, hey, c'est vraiment pas la même affaire. Il n'y a pas de prétention. C'est vraiment, c'était comme Pointe-Calumet. Puis quand je suis arrivé ici, j'ai juste lancé le hashtag Verdun Love comme ironiquement d'une certaine façon, mais aussi pour dire, hey, je me sens appartenu ici parce que c'est du monde que je me reconnais vraiment beaucoup dans le monde ici, tu sais. Puis là, ben, ça s'est rapidement fait récupérer par la SDC, par la ville de Verdun, par les commerces. Au début, c'était Trip et Caviar. Tu m'as dit que tu es arrivé en 2012? Ouais. C'était-tu là, Trip et Caviar, quand t'es... Je pense que c'était... Et Caviar. Hein? Comment t'as dit ça? Trip et Caviar. Trip et Caviar. Ouais, c'était un resto. C'était un des premiers... Moi, je me rappelle de... barbecue au bord de la rue de mon affaire. Je me rappelais d'un restaurant congolais aussi. Puis il y avait un restaurant mexicain. Jackstrap Barbecue? Jackstrap. Moi, je savais juste que quand je suis arrivé à Verdun, que j'aimais, il y avait des hole in the wall. C'est des restaurants hole in the wall qu'il y en a beaucoup, beaucoup moins à Verdun à cette heure. Je sais pour les gens qui nous écoutent, comme Verdun, mais comme on parle de gentrification aussi, là. C'est bon pour tout le monde ce qu'on dit, là. Mais quand je parle pour la différence entre 2012 et quand je suis revenu en 2019, et en plus aujourd'hui, c'est quand même une autre affaire, Verdun. T'es parti en quelle année? Moi, je suis parti en 2015. Fait que 2012 à 2015, à Verdun, c'est à Wellington. Ah ouais, ça a pris un esti de step, là. Puis là, quand je suis revenu en 2019, je suis comme, OK, man, c'est une autre patente site. Mais autant que je peux faire un argument contre la gentrification à 100 000 à l'heure, autant que le succès de Verdun, je me suis dit, pourquoi ils n'ont fait pas ça à Hawkesbury? Ah ouais? Non, mais je parle juste pour ramener du monde. Hawkesbury, en ce moment, on a un gros problème. Il y a plein de maisons placardées. C'est des compagnies de Toronto qui appartiennent à ça. Ils mettent du monde du gouvernement qui vivent avec le gouvernement. Je pense que ça s'appelle Ontario Working, whatever. Puis les autres, ils prennent le chèque directement, puis pour payer leur loyer, mais ils ne s'occupent pas de la maison. Fait que moi, quand j'ai fait un documentaire avec des ambulanciers, communautaires, j'étais voir, il y avait un monsieur de 91 ans qui vivait d'une place, qui n'avait plus de chauffage, il pissait dans un bucket. Aïe. Mais la maison est appartenue par une firme de numéro. Fait que, genre, je sais pas qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ramener du monde dans ces maisons-là qui vont enlever plywood. Puis, tu sais, comme, fait que, en tout cas, c'est une autre affaire, là. Mais moi, Verdun, comme je te dis, ce que j'aimais en 2012, c'était Hole in the Wall. Puis, c'était, le monde ressemblait plus au monde que j'ai grandi avec. Ouais. Là, aujourd'hui, ça se mélange plus. Là, on a du sans-abri à la Lamborghini.
Ouais. Tu sais. Ouais, non, c'est ça. Ouais. C'était quoi les commerces, tu disais? Tu avais commencé... Mais il y avait Jack's Barbecue, mais il y avait quoi d'autre ici? Mais il y avait pas de chaîne. Il y avait pas de chaîne. Baobab? Oui, Baobab. J'étais tout le temps là. Le Baobab, oui. Qui a fermé en 2019. OK, tu m'aides à trouver des... 2020, je pense. Ah, ouais. Mais je pense qu'il y avait juste pas de chaîne. Il y avait quasiment pas de chaîne restaurant. Qu'est-ce que tu veux dire, genre le PFK qui a ouvert, par exemple, PFK. sur Wellington? Il y en avait un PFK, mais il était sur Etel, je pense. Oui, puis il y avait encore le gros bucket. Oui, le gros bucket. Il tournait, là, il était en rotation. Oui. Mais je trouve qu'il y avait moins de tout ça. Puis ça, tu sais, pour moi, des chaînes... Il y avait Thai Express qui a fermé. Thai Express, c'était où? Ben là, en ce moment, c'est quoi qui est là? C'est le PFK. OK. Ouais. Moi, je trouve juste que peut-être que ce qui est chaîne de restaurant en 2026, c'est une opération d'immobilier. C'est pas pour servir de la bouffe. C'est comme on achète le coin, là, on vend ça à un franchisé qui va se mettre dans la marde, essayer de faire vivre ça. Puis s'il s'en va, on va rien changer le label dessus. Puis j'avais vu quelqu'un sur TikTok à un moment donné expliquer ça, comme quoi que, tu sais, un Pizza Hut, que ça avait de l'air quand on était jeune, avec le toit rouge, puis tout ça, whatever. Tous les buildings avaient différents looks pour matcher la brand de burger qu'ils vendaient. Aujourd'hui, quand ils bâtissent ça, c'est tout brun, noir, gris, pâle, whatever. Puis si ça ferme, ben, on change le label de dessus. Ouais. Fait que je pense que être franchisé aujourd'hui, c'est pas comme c'était avant, parce que tu n'as plus besoin de publicité d'être un PFK. Si j'arrive à Verdun puis je m'appelle Poulet Rouge, mais même tu sais, Poulet Max. Wow. Mais si j'ai une bonne page Facebook avec du bon contenu, mon temps va être bien plein, puis j'ai pas besoin d'avoir une chaîne qui garantit une. Tu sais, fait qu'on dirait, c'est comme l'épisode Salvatore qui brûle partout. Là. Wow. Comme tu sais, moi, dans Augsburg, t'arrivais là, puis il a brûlé après comme 2 mois, c'est comme. Ah ouais? Anyways, mais tu sais, t'arrives là, il y a 10 restaurants à Augsbury, ça fait 40 ans qu'ils vendent la même pizza différente. Ouais. Tu arrives à Augsbury, tu te dis, ben moi, j'aime le Carole, j'aime le déjà vu. Là, Salvatore rentre là, ils sont comme, man, on ira peut-être pas chez vous, là. On aime nos pizzas déjà, fait que ça n'a pas tout fait. Okay. Mais je pense que c'est une opération de ça. C'est clair. Je suis retourné dans mon hood natal de Pointe-Calumet pour ma fête, pour Noël. Puis j'étais vraiment sonné là, parce que je faisais on cherchait pour aller chercher de la bouffe avec mon frère. Puis là, on s'est promené, tu sais, 2 montagnes, Saint-Eustache, puis tout ça. Puis là, au début, tu sais, tout le monde chez nous, tu sais, mais mettons ma nièce puis mon frère, eux voulaient du poulet rouge. Okay. Puis tu sais, il y avait pas, c'était hors de question de chercher pour autre chose. C'était poulet rouge. Fait que j'étais comme, aïe, le marketing commence à marcher. Puis là, on est parti, on est allé à Saint-Eustache. Puis là, on arrive au poulet rouge. Puis là, c'est comme un nouveau spot. Là. Avant, c'était vacant ou je sais pas c'était quoi. Ou c'était juste un stationnement. Mais là, maintenant, c'est rendu juste comme un mini centre commercial, mais juste des restos. Genre. Ou peut-être un Dollarama. Genre. Wow. Là, t'as le poulet rouge. Puis les gens sont juste au poulet rouge. Puis en diagonale, t'as grillade Torino, quelque chose comme ça. Il n'y avait pas un esti de chat. Puis ils faisaient la même affaire, la même bouffe. Fait que là, j'ai dit à mon frère, j'ai dit, hey, sérieux, comme... C'est risible, là, pourquoi est-ce qu'on ferait la file puis qu'on irait au poulet rouge quand on pourrait juste aller de l'autre bord, tu sais, comme... Puis là, on est allé de l'autre bord, puis là, mon frère, il a découvert un resto, mais sinon, son réflexe, c'était ça. Puis là, on est repassé devant le centre commercial, les promenades de montagne, puis la devanture, là, quand tu regardes tous les commerces qui ont pignon sur rue, resto. C'est que des franchisés de genre des affaires de taille, puis de poulet, puis tu sais, toutes des affaires que tu retrouves dans les quartiers à Montréal, puis tout ça. Puis comme, les centres d'achat, c'est rendu des repères à resto, genre. Mais c'est fou, là. Puis pourquoi les franchisés survivent, là, ça sort de mon cul un peu, on parle de mes feelings ici, c'est que c'est une opération immobilière, c'est pas un vrai service de nourriture. Parce que les vrais restaurants sont en train de mourir en ce moment, parce que le monde n'a plus d'argent pour y aller. Fait que là, j'ai vu quelque chose comme 50% des restaurants ferment en whatever, là, et c'est encore pire aujourd'hui, on n'a plus d'argent dans nos poches, on mange à la maison, les loyers sont trop chers, on sort plus manger. Fait que ceux qui survivent, c'est les franchisés qui peuvent s'appuyer sur une logistique de nourriture. Qui prennent la place de ceux qui mettent la clé sous la porte. Puis c'est pas juste ça non plus, c'est comme une brand comme Poulet Rouge. Là. Moi, je marche, là, je viens de fumer un joint, je regarde ça, c'est vide. Parfait, m'aller manger là. Je connais la brand. Ça va être safe. Mais je marche quelque part, puis je vois Poulet Max, puis il n'y a personne dans le restaurant, ça doit pas être bon. Ouais, exactement. Je connais pas la brand, fait que ça doit pas être bon, c'est vide. Je voudrais pas être restaurateur en ce moment, moi. Non. Je voudrais pas être restaurateur en ce moment, j'en arracherais en esti. Puis non seulement en pandémie, puis après en pandémie, le monde n'a plus d'argent pour manger dans le restaurant, en tout cas. Ton art, là. Ouais. T'as dit que tu voulais vivre de ton art. À quel âge t'es dit que tu voulais vivre de ton art? Ah, je l'ai toujours su, je pense, depuis l'adolescence. Depuis que j'ai eu une connexion Internet en 97. OK.
parce que je savais pas comment je ferais pour rentrer sur le marché du travail. J'étais trop... J'avais tellement pas confiance en mes propres moyens. Je savais pas. Je savais juste pas. Je suis jamais rentré sur le marché du travail, en fait. J'ai toujours vécu de mon art. J'ai vécu en marge, en marge de la vie adulte toute ma vie, dans le fond, parce que, je sais pas, c'est peut-être que je manquais de courage, mais c'est parce qu'en même temps, j'avais l'expérience avec le monde adulte, tu sais. Puis je le savais comment j'étais traité, tu sais, comment... Puis c'est pas ça, c'est que je trouvais ça fake aussi, tu sais. Puis j'étais comme, ça me tentait pas de m'ajuster. Tu sais, je suis pas capable quand les choses sont inauthentiques. Puis je dis pas que tous les milieux de travail sont inauthentiques, mais tu sais, de hiérarchiser puis tout ça, j'ai de la misère avec ça. C'est comme, on dirait que j'ai de la misère à pas voir la vie comme quelque chose d'absurde. C'est comme, tu sais, on dirait que, tu sais, quand tu vis, là, quand tu vaques à tes occupations, on dirait que, tu sais, il faut pas que ça soit constamment en permanence derrière ta tête, là, que, tu sais, que la vie a juste aucun sens, puis on sait même pas qu'est-ce qu'on fait ici, genre, mais j'ai jamais été capable de m'enlever ça de la tête, genre. Fait que de rentrer dans un bureau puis de prétendre qu'il y a comme un... que je vais être qu'il va y avoir quelqu'un au-dessus de moi, je suis pas capable. OK, ben là, il y a deux affaires là-dedans. Là, ouais. J'aime... C'est drôle que tu parles de courage. Pour certaines autres personnes, ça prendrait de courage de vivre de leur art. Toi, c'est le contraire. Tu n'avais pas le courage d'aller travailler puis de pas vivre de ton art d'une manière. Parce que ta peur de ce système-là, de peu importe, t'as poussé vers j'ai pas le choix de vivre de mon art. Parce qu'il y a du monde en ce moment qui nous écoute, qui sont des artistes, mais qui travaillent en plein 9 à 5, qui ont trop peur, tu sais, pas peur, ils n'ont pas le courage. Fait que c'est drôle comment que ça peut être un ou l'autre, tu sais. Puis ça enlève rien à ceux qui n'ont pas le courage de vivre de leur art. Parce ça fait 20 ans, moi. J'ai commencé l'année passée à vivre de mon art. Ça a pris 20 ans. Ah ouais, hein? Tu sais, des fois, je travaillais plus fort que d'autres fois, là, mais tu sais, comme, ça a pris vraiment du temps. En même temps, j'ai tellement perdu, là. J'ai perdu en expérience. Tu sais, comme... T'as plus le choix. Tu sais comment j'ai appris comment faire du service à la clientèle? Avec mes séances de connuage. Ce que j'appelle... Je sais pas si t'es familier avec mon terme. Mais pour les gens qui sauraient pas c'est quoi, là, j'ai appris à faire du service à la clientèle en allant m'installer avec mon trépied au centre-ville de Montréal, coin Mansfield-Sainte-Catherine, le coin le plus achalandé du Québec, littéralement, là. Puis je m'en vais là, je me mets au centre du monde, puis j'attends que les gens viennent interagir avec moi. Au début, je pensais que j'étais à l'aise avec les interactions. Les gens me disaient que j'avais l'air coincé, nerveux, timide, puis ils étaient comme « Pourquoi tu t'infliges ça? » Puis j'étais comme « Je me sens à l'aise dans ma peau quand j'interagis avec les gens. » Puis à un moment donné, j'ai réalisé, j'ai fait comme... Je me voyais, puis j'étais comme, je comprends ce qu'ils veulent dire. Puis là, c'est là que je me suis mis à retravailler mes interactions, puis à être capable de... Quand il y a des gens qui étaient nerveux, qui venaient me parler, au lieu d'absorber leur nervosité, je les mettais en confiance. Puis plus ça allait, plus j'apprenais à faire du service à la clientèle, finalement, tu sais. Fait que c'est drôle, mais il y a plein de choses que je connais pas, là, tu sais. Moi, parle-moi pas d'hypothèque, là, j'ai aucune caliste d'idée comment ça marche, tu sais. Fait que je comprends ça, dire que... c'est ça, c'est plein d'affaires que moi, ça manque à ma vie, parce que, justement, j'ai tout le temps évolué en parallèle de la vie adulte, tu sais. As-tu un point de non-retour, par exemple, avec ton art, de faire comme... Ou ça a toujours été, j'ai pas le choix? Ou ça fait à un moment donné, OK, là, j'ai pas le choix? J'aurais pu travailler en agence de pub. On me l'a proposé, puis pas des petites agences, là. Des grosses agences me l'ont proposé. Puis pas genre une petite proposition, genre comme hey, soumets-nous ta candidature, puis on va. Non, c'était genre c'est toi qu'on veut, genre. Ça m'est arrivé quelques fois. Fait que, tu sais, moi, ça, c'est ma porte de sortie, là, c'est sûr. Mais, tu sais, comme quand mon père est décédé, puis que j'avais perdu. Mais c'est ça, j'étais concierge aussi, à un moment donné, pendant 10 ans. Tu sais, j'ai dit que j'ai pas été sur le marché du travail, mais, tu sais, je veux dire, j'étais à mon compte, là, pour des entreprises. Puis, j'étais pas avec des employés et tout ça. T'avais pas une grille qui disait dans 5 ans, tu vas être là. Non, c'est une job, t'es comme stress 5 ans, tu vas être là. Exact. Fait que quand je me suis retrouvé, tu sais, j'avais perdu mes contrats parce que, tu sais, c'était la pandémie. Là, j'étais dans le gros de mon deuil, puis là, j'étais comme, aïe, je peux pas repartir à neuf. Fait que je me suis lancé dans la confection de vêtements. Puis là, je sais plus où je m'en allais avec ça parce qu'on a pris trop de détours, là. Mais c'est pas grave. Moi, je tiens à dire que, comme, moi, je parlais de ton point de non-retour. Là, en ce moment, oui, c'est ça. Tu l'as atteint là. D'une manière, à part pour le domaine de la pub, qui sont des headhunters qui vont aller te chercher. Mais à ce moment-là, 2022,
quand je commençais tranquillement à vivre de mes vêtements, mais tu sais, 2022, je pense que j'ai fait comme 4000 $ dans mon année. 4000 $. Puis, ouais, mais je mangeais des biscuits soda. That's it. Mais j'ai adoré. J'ai adoré. C'était comme le struggle de genre... Je t'avoue que les seules fois où je me suis senti dangereux en tabarnak, c'est quand j'étais fucking pauvre. Quand j'étais pauvre, avec un matelas à terre dans un demi-sous-sol à Hull, j'étais comme, man, parle-moi pas mal, parce que quand j'ai plus rien à parler entre ça, tu sais, que j'avais comme, puis en tout cas, je le vis en ce moment, tu sais, quand je disais, je vis de mon art en ce moment, puis je me sens plus dangereux que jamais, j'ai le plus grand niel que j'ai jamais eu, parce qu'il y a les points de retour, j'ai passé, là, je pense que j'ai une présence web qui m'empêcherait peut-être d'avoir un job normal. Je pourrais quand même, comme tu dis, travailler en pub ou d'affaires créatives, là, mais je pense pas que je pourrais retourner à comme whatever. Là. Ouais. Mais tout comme depuis que tu es sur le web, depuis 97, là, mais parle-moi donc un peu de comment que ça l'a. Tu sais, des fois, tu poses des affaires avec du monde qui veulent t'arracher la tête, là. Mais c'est tout le monde, hein, je pense. Oui, mais comme tu t'as pas peur des fois d'être comme genre sur la rue avec ton trépied, pis t'as un gars qui te sac un punch arrête de la tête, comme. J'ai vu, Parce que, non, mais que ça arrive, c'est très mince, tu sais, comme la personne qui t'a envoyé sûrement à Val d'Or ou whatever, tu sais, comme elle peut être loin, mais des fois, ça te passe pas par la tête que d'avoir un coup de pied en arrêt de la tête quand tu fais. C'est pour ça que je m'assure de pas être arrogant sur Internet. Okay. Tu sais, mettons... Tu sais, quand je réponds aux gens, tu sais, c'est comme, tu sais, je te renvoie la balle, mais tu sais, amicalement, tu sais, c'est de bonne guerre, genre, tu sais, j'essaye pas d'anéantir le monde, tu sais, je fais exprès, mettons, quand je réponds à un commentaire de hater, tu sais, je brouille le nom, puis tu sais, j'essaie pas non plus d'être polarisant, tu sais, je pense qu'avant, tu sais, moi, avant, je l'étais. Puis j'ai pas trouvé que c'était une bonne façon de faire pour moi dans mon cas. Parce que je me disais, tu sais, si je suis pas capable de l'être dans la vraie vie, tu sais, au même titre que, tu sais, la raison pour laquelle je suis pas agressif quand je parle d'enjeux sociaux, c'est que, point de vue économique, je m'y connais pas du tout. Fait que comment je peux... En tout cas, je parle pour moi. Là, mais comment je peux être agressif en défendant mes points si je peux pas te backer ça économiquement parlant? Parce que je le sais pas. Si ça se trouve, ça se pourrait que je sois à droite, économiquement parlant, je le sais pas. Je pense pas, là. Ça me surprendrait beaucoup. Ça me surprendrait énormément. Mais ce que je veux dire, c'est que je pourrais pas aller débattre avec quelqu'un tu sais, avec un économiste à Radio X, par exemple, genre. Ce gars-là me mangerait tout rond, tu sais. Fait que si je peux pas backer mes projets de société en disant pourquoi ça serait bénéfique sur le plan économique, puis comment on pourrait faire ça, puis pourquoi ça serait mieux que... Tu sais, je serais pas capable. Mais je pense que de l'art, ça peut être politique sans toutefois être on the nose non plus, tu sais. Oui, absolument, mais c'est ce que je fais. Tu le fais déjà en passant. Exact, tu le fais. Oui, c'est ça. Mais la raison pour laquelle je suis pas agressif dans mon approche, c'est juste pour ça. Mais en même temps, je m'en sers comme un outil quand les gens viennent débattre avec moi. Parce que d'emblée, je reconnais mes limites. Fait que quand tu reconnais tes limites puis que tu te dis, hey, économiquement parlant, je pourrais pas backer ce que je suis en train de te dire. Moi, je te dis, voici ce que je pense qui serait mieux pour les personnes marginalisées, blablabla, puis tout ça, ça leur cause du tort. Mais je peux pas te backer ça économiquement. Toi, tu peux-tu le faire? Tu peux-tu me dire? Puis là, la personne n'aura pas le choix. Si la personne n'est pas capable de m'amener ses faits puis tout ça, c'est là que en reconnaissant mes propres limites, la personne n'aura pas le choix de... Ben, ça dévoile ses failles, en réalité. Ben, c'est juste fou que, comme genre, être empathique est maintenant une position politique. Ouais, ben c'est ça. C'est ça qui est fou avec le climat en ce moment. Puis ça, je dis, des fois, je souffre de brain rot à comme, OK, tu m'expliques qu'est-ce que Kant a dit. Je t'ai dit que le logement devrait être un droit, que la bouffe devrait être moins chère. Ouais. Comme de quoi, tu justifies ça avec quoi, là? Moi, tu parles de l'empathie dans tout. Fait le débat est tellement rendu de bas niveau que comme faut que je te convainque d'avoir de l'empathie dans la conversation. Je peux pas, ça me tente pas de... Fait que juste l'affaire, on ne tourne pas dedans, j'en parle trop souvent, là, mais l'affaire de masculiniste de dernière semaine, avec tout le hate, tout ça. Moi, mon opinion là-dessus, là, c'est comme, moi, des fois, du monde à gauche, j'ai bien de l'empathie. Moi, j'en ai de l'empathie, mais il y a une limite. Mesdames, avez-vous déjà écouté Heated Rivalry sur un vol de 16 heures, mais que vous n'aviez pas l'outil discret nécessaire pour passer un petit moment seul dans les toilettes de l'avion? Bonne nouvelle, j'ai une solution pour vous. Voici un jouet que vous pouvez emporter partout avec vous.
Découvrez le rouge à lèvres, un petit bijou aussi discret qu'efficace, conçu pour vous offrir des sensations extraordinaires où que vous soyez. Prêt à ajouter un peu de plaisir dans votre quotidien? Bonne découverte! Utilise le code promo MAX15 et obtiens 15% off sur tous tes objets de plaisir. Now back to the show. Le monde de la gauche, il faut sauver ces hommes-là. Moi, je pense que c'est des zombies qui ont été mordus par le culte d'Epstein. Ouais. Tu m'excuses. On peut pas y sauver. Ben, ils veulent pas. Ils veulent pas. Ben, c'est comme. Parce que des fois, mes fans sont comme va débattre avec un tel. Débattre quoi? Il est convaincu que ça marde. Ben, c'est ça. Puis moi, je compare ça à, mettons, tu sais, quand je rentre dans un commerce, puis que j'ouvre la porte, pour moi, il y a l'entrée puis la sortie. Là, j'ouvre la porte, puis il y a quelqu'un qui sort par la porte que je viens d'ouvrir sans me laisser passer d'abord parce que je l'ai ouvert la porte pour moi, c'est l'entrée. Et lui, il passe. C'est super insolent, genre, mais je suis comme. Tu sais quoi, c'est pas mon combat, genre. Parce que cette personne-là, je sais pas ce qu'elle vit, je sais pas, tu sais, puis, mais comme clairement, ça sert à rien, là, que je commence à y en vouloir pour ça. Ou ben, pas à y en vouloir, mais tu sais, dans le sens où je suis comme, hey, c'est, OK, tu y tiens, ou même quand tu marches sur le trottoir, puis qu'il y a une personne qui tient absolument à marcher dans le milieu, et à pas partager l'espace, ben, tu sais, je suis comme, all right, mais moi, c'est pas mon combat. Fait que moi, je vais me tasser. M'en calisse, c'est pas mon combat. Toi, ça a l'air important pour toi. Puis là, c'est pas un parallèle. Là. Je suis pas en train de dire qu'il faut qu'on leur accorde l'importance et qu'on dise « Hey, je te laisse être mascu. » Puis c'est pas ça que je dis. Mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois dans le sens où je suis comme, c'est pas la logique qui l'emporte dans leur cas. T'sais. C'est quelque chose de plus profond. Parce que cette personne-là qui tient absolument à marcher dans le milieu du trottoir, genre, cette personne-là, c'est parce qu'elle pense premièrement, que ça lui est dû. Elle pense que les autres lui sont redevables, mais potentiellement parce qu'elle se sent toute petite. C'est tout ce qu'elle connaît dans la vie, tu sais. Fait que c'est ça, mais il y a aussi... C'est leur genre de power trip de la journée, là. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que c'est un peu comme ça que je le vois. Fait que, tu sais, des fois, je fais juste masquer parce que je suis comme, hey, ça sert à rien. Avant, ça servait à quelque chose. C'est ça le pire. Avant, je débattais avec ces gens-là. Puis, tu faisais beaucoup de blogs avant. Moi, je te le lisais. Ouais, c'est ça. Je te lisais du Murphy Cooper, moi, souvent aux pages jaunes. Je savais aux pages jaunes, puis je me pognais avec du monde de Radio X sur Internet. Aux pages jaunes? Excuse-moi, j'ai pas... Les pages jaunes. T'as pas ce que les pages jaunes? Mais tu sais, les pages jaunes, les gros bottins, là. Ouais. Moi, je travaillais aux pages jaunes à un moment donné. Ah, tu travaillais aux pages jaunes? Vers la fin. En marketing, puis c'était pas une vraie job. Fait que moi, j'écrivais des emails à Radio X, fait qu'à côté de Dom Moret. Excuse-moi, je lisais, puis je disais du Murphy Cooper, puis t'étais pas mal plus Carlis, man, tes blogs, il y avait des fucking 500 commentaires, le monde qui t'envoyait, le monde qui t'appuyait. C'était fou. As-tu une écœurantite de ça? C'est pour ça que tu fais des chandails à cette heure. Ah, ben c'est parce que j'ai compris. J'agace, mais comme... J'ai juste compris que là, on va parler de prophétie autoréalisatrice. OK, excellent, let's go. Non, mais tu sais, c'est quoi? Oui. Mais c'est ça. On vit là-dedans. OK. Fait que, tu sais, à un moment donné, à l'époque, je pouvais débattre avec les gens, puis ça faisait un bout de chemin dans leur tête. Il y avait personne, ou presque, qui était perdu. On n'avait pas encore perdu certaines personnes. Puis, il y a des gens qui me remerciaient, puis qui étaient comme, hey, tu sais, au début, tu sais, j'arrivais, j'avais des propos, blablabla, puis tout ça. Puis là, après ça, ils me disaient, hey, merci, tu sais, d'avoir continué à débattre avec moi, puis de l'avoir fait sans avoir fait que je me suis braqué, parce que ça m'a laissé l'espace pour que je puisse réfléchir, puis tout ça. Oui, tu n'étais pas nécessairement doux avec moi, mais tu as accepté de débattre avec moi. Je me suis senti respecté, puis c'était ça que ça me prenait à l'époque, parce que en fait, le problème, c'était juste qu'ils ne sentaient pas qu'ils avaient le droit de discuter de ces choses-là. Fait que le fait qu'ils puissent en discuter à ce moment-là, ben ça faisait en sorte qu'ils se sentaient comme légitimes dans la discussion, puis là, ça y laissait l'espace pour réfléchir, puis là, à un moment donné, ça faisait un bout de chemin dans sa tête, puis là, il réalisait que, hey, c'est parce que là, moi, je pourrais être la personne la plus intelligente dans mon cercle d'amis, parce que là, je vois ces comportements-là chez mes amis, mais là, moi, je peux pas ne plus savoir ce que je sais maintenant. Fait que je le sais maintenant, les choses que j'ai apprises en débattant avec Murphy puis avec ses abonnés, mais je peux pas, quand mes amis disent tel propos, je peux pas ne pas savoir. Je le sais, puis je pourrais le remettre à sa place, puis
Tu sais, fait que c'était comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Mais plus aujourd'hui. Puis même si cette personne-là, tout de suite, dans l'immédiat, ça faisait pas son bout de chemin dans sa tête, c'était les gens qui me lisaient potentiellement, que c'était des gens qui étaient pas d'accord avec ce que je disais, mais qu'en débattant, en me regardant débattre, là, ça faisait un bout de chemin dans leur tête. C'était des gens silencieux que ça les transformait. Aujourd'hui... Tu penses pas? C'est rough, là. Parce que tu as connu le web pendant 20 ans, là, tu sais, 30 ans, tu sais. Puis pas connu le web, moi tout, j'ai connu le web, là. J'ai vu un gars se péter l'information dans le cul, elle avait comme 13 ans, mais ça n'a pas rapport. Okay? Moi, je parle plus comme de web, genre, tu étais actif sur le web, tu as participé au web, tout ça. Parle-moi donc un peu de comme, est-ce qu'il y a eu des phases là-dedans où est-ce que tu disais, dans les changements du web au Québec, là, parce qu'on est ici, y a-tu là-dedans que tu as pensé même abandonner le web éventuellement ou tu as toujours vu une opportunité de grandir là-dedans? Toujours vu une opportunité de grandir, de me réinventer, faire d'autres choses. T'sais. Justement, quand la transition, là, quand j'ai arrêté d'être chroniqueur, après ça, je me suis concentré sur mes vêtements. Pas faire des vêtements, mais sur des outfits. Puis là, je rejoignais des gens en Russie, en Espagne, à Paris, des gens de la mode, mais de partout sur Instagram, partout dans le monde sur Instagram. Fait que là, parce que là, j'étais comme là, ça n'a pas de sens de payer pour une connexion Internet pour me chicaner avec mon fucking voisin. Là. Internet, c'est plus grand que ça. Là, fait que j'allais vraiment un peu plus loin dans le monde. Puis, fait que c'est ça. Fait que non, j'ai tout le temps vu ça comme une opportunité de me réinventer parce que l'Internet, c'est des fenêtres à l'infini, là, tu sais. Fait que c'est ça. Puis j'aime pas quand on se renferme, justement, quand on se referme sur nous-mêmes, puis qu'on est dans une petite boîte, puis là, on est comme, hey, là, ça n'a pas de sens. Là, je peux pas. Ça n'a pas de sens qu'on se chicane avec nos voisins. Je paye pas Internet pour me chicaner, là, tu sais. Oui, mais mettons que. Ben, je l'ai déjà fait. Moi, il y a une menace de mort, là. C'est que j'aime ça. Ça m'allume. Mais ton médium, en tant qu'artiste, tu sais, puis pourquoi je parle d'art, c'est parce que t'es bizarre. Ouais. OK? Pas bizarre, personne, pas Murphy en avant de moi, là, pas l'être humain qui est bizarre. Là, je parle de ce que tu fais est bizarre, tu sais. Est-ce que pour toi, tu as vu l'Internet, tu as fait, OK, non, m'a faire de l'art là-dedans, whatever it is. Ah oui, depuis que je suis... Parce que tu n'as pas commencé, tu n'as pas parti d'une bande, tu n'as pas parti, tu sais, tu as fait plein d'affaires. J'étais DJ Marlet en 97. Excuse-moi. J'étais un personnage. Oui, exact, mais je fais justement, tu as fait ça, mais je parle, après ça, tu fais du fashion, après ça, tu fais de l'opinion, après ça, tu fais de l'écriture, après ça, tu fais comme... C'était une scène pour moi dès le départ. C'est ça, okay. Ça a tout le temps été ça, puis je veux dire, je peux pas... J'invente rien, c'est documenté, tout est là, tout est encore là, puis récemment, en plus, je sais pas si tu as vu ma vidéo, je suis retombé, puis ça, c'est fou, là, comme hasard. Parce que YouTube célèbre ses 21 ans. C'était le 14 février, je pense, à Saint-Valentin. YouTube célébrait son 21e anniversaire. Et donc, son 20e anniversaire d'existence en 2025, le 14 février 2025. Puis, au moment où j'ai vu ça, il repop tout le temps la fameuse première vidéo, là, le gars qui était au zoo. Ouais. Puis là, quand j'ai vu ça, j'ai fait comme, hey, il faudrait que je retrouve ma vidéo de moi en personnage de Jesse Valentine que j'avais fait quand j'étais chez mes parents. Puis ça, c'était... Puis je me rappelais plus c'était en quelle année que j'avais fait ça. C'est un personnage de lutteur. Puis, ben, en tout cas, je m'inspirais beaucoup de la lutte. Puis là, j'ai tapé Jesse Valentine sur YouTube, puis je le retrouvais pas, tu sais. Okay. Puis là, à un moment donné, je me suis rappelé du nom de ma chaîne à l'époque, qui était Hollywood 80. Hollywood 80, là, pour les années 80. Fait que, parce que j'avais une coupe Longueuil, puis tout ça. Fait que là... Ça, c'était après DJ Marlet. T'as-tu connu DJ Marlet? Ok, j'en parlerai plus tard si on a le temps, si tu veux. Oui, go for it. Puis ce personnage-là, c'était quand... c'est quand j'ai découvert que là, il y avait possibilité avec Star Wars Kid, Numa Kid. Ça, c'est arrivé après, je pense, mais tu sais... Star Wars Kid... 2003. Ouais, il était connu, mais c'était pas super le fun pour lui. Là. Exact. Ouais. Mais c'est ça. À l'époque, c'était ça. Ouais. À l'époque, être une vedette du web, c'était surtout synonyme d'être humilié sur Internet. Mais moi, ça me dérangeait pas parce que j'avais été DJ Marlet, qui était ça d'une certaine façon. J'avais exploré l'humiliation. Okay. Puis là, moi, j'étais comme, il faut que je fasse quelque chose avec YouTube, ça n'a pas de sens. Fait que là, 2006, c'est ça. 2006, je me suis dit, février 2006, je me suis acheté une caméra mini DV. Puis j'ai fait une première vidéo où est-ce que là, je parlais avec une espèce d'accent texan à la Stone Cold Steve Austin, genre. Okay. Puis je m'adressais à Tom de MySpace. Puis t'as connu ça? MySpace? Ouais. Je sais quoi? J'ai manqué le bateau de MySpace. OK. Mais Tom, t'as l'image ou... Oui, mais je sais c'est qui, puis qui a vendu ça, puis... Ouais. À
Justin Timberlake, je pense. OK. Ouais, c'est ça, c'était Justin. Ou en tout cas, c'est arrivé après Justin Timberlake. Il l'avait vendu à un réseau Yahoo. de télé, je pense. Hein? Il n'a pas vendu à Yahoo? Ouais, quelque chose comme ça. Whatever. Ouais, puis Justin Timberlake. Faites vos devoirs à la maison. Ouais, c'est ça, quelque chose comme ça. Ou MSNBC, c'est ça? Je sais plus. Ouais, quelque chose comme ça, je me rappelle plus. En tout cas. puis en tout cas, fait que c'est ça. Fait que là, moi, je me suis dit, hey, tu sais quoi? Je vais être un personnage, je vais m'humilier en m'en prenant à une personnalité super aimée du monde entier, du web, en tout cas. Tom de MySpace, qui était, en fait, c'était l'ami par défaut. Quand tu t'abonnais sur MySpace, tu étais ami par défaut à Tom. Okay. C'était tout le temps la même photo, c'était lui, genre de profil, avec un espèce de tableau derrière lui, je pense. Oui, mais c'est sa photo qui est tout le temps partout. Exact, c'est ça. Fait que c'est iconique, là, tu sais. Fait que je me suis dit, je vais m'en prendre à une figure emblématique, genre ça. Puis là, fait que c'est ça, puis ça n'a pas marché, là. Spoiler alert, là, ça a été... Ça n'a pas été viral. Non, c'est ça, mais je me suis dit, il faut que j'essaye, tu sais. Puis je parlais en anglais, puis là, j'étais comme « Listen to me! Tom! » Puis tu sais, je parlais comme ça, là, comme Stone Cold Steve Austin, là, tu sais. Puis là, j'étais comme, faut que je retrouve cette vidéo-là. Quand est-ce que je l'ai publiée, cette vidéo-là? Hey, le jour où je l'ai cherchée, en fait, c'était le 13 février 2016 que j'ai vu qui reparlait du 20e anniversaire de YouTube. 13 février 2016, je vais voir la vidéo, quand est-ce que j'ai publié? 13 février 2006. Ça faisait 20 ans, jour pour jour, que je l'avais publié. La journée où j'ai revu cette vidéo-là pour la première fois depuis, genre, peut-être 20 ans. Genre. C'est fucked up, là. Puis, si je l'avais checké la veille, ça aurait été écrit il y a 19 ans. Mais la journée même du 20e anniversaire. Puis, je pense que j'ai jamais vu il y a 20 ans sur YouTube, ou très rarement. Oh oui, mais fucking right, t'as raison. Puis le fait de voir ça sur ma vidéo, j'étais comme... Ben voyons donc, genre c'est fucked up, là. Y a-tu des... Puis je parle pas de trend TikTok, là, je parle comme de trend web. Y a-tu des trends web que tu regrettes d'avoir manqué le bateau? Ah, YouTube. Ben oui. T'aurais fait du long form sur YouTube? Ou, ouais. Je l'aurais fait là, à l'époque de Lisandre puis tout ça. Ouais. Je l'aurais fait. Je l'ai essayé. J'ai essayé quelques fois. Mais ça prend tu es constant. C'est ça, c'est parce que j'ai choisi à un moment donné, puis je me suis perfectionné dans les médias sociaux. Fait que je veux dire, ça fait ma force aujourd'hui. C'est un regret, mais en même temps, si je m'étais... j'aurais pas pu avoir les deux, je pense, parce qu'il aurait fallu que mon énergie au complet soit sur YouTube, mais en même temps, c'est pas perdu YouTube. Mais c'est sûr que peut-être que j'aurais gagné ma vie plus rapidement que avec les YouTube, différentes choses que tu as faites sur le web. C'est ça, tu sais. Fait que, puis parce que YouTube, tu sais, je veux dire, il y a quelque chose de tellement... c'est de la télé, là. Moi, je regarde ça, YouTube, là. Je suis un fan de YouTube, là, quand je fais de la broderie, là, tu sais. Puis ma télé est soit sur Twitch, YouTube... Avec des tutorials, genre? Non, même pas. Non. Non, juste pour relaxer. Oui. Mais c'est la nouvelle télé, tu sais. Puis il y a vraiment une essence, il y a une vibe... Tu sais, à l'horizontale, puis tout ça, puis comment c'est fait, il y a vraiment quelque chose de différent sur YouTube qu'on ne retrouve pas ailleurs. Puis moi, je regarde beaucoup, en fait, les caméras 24 heures sur 24, pas chez les gens, là. Non, les caméras, tu sais, mettons, je sais pas moi, en Australie, l'autoroute en Australie, ou des trucs comme ça, ou... En background, genre, comme au lieu du feu de foyer... T'as une caméra sur... C'est fou. Moi, c'est pour ça que je paye Internet. C'est niaiseux, mais je regarde les gens... Ben, pas les gens, mais tu sais, tu vois la vie, et tu vois les voitures, puis t'es comme, hey, c'est en direct, là. Ça se passe à l'autre bout du monde. Mettons, en ce moment, au Japon, il fait nuit, puis il neige. Tu regardes ça, puis t'es comme, c'est fou, là. Il y a une partie du Japon où est-ce qu'il neige en ce moment, que c'est comme chez nous. Il neige, puis des fois, il neige en même temps que chez nous. Russie, Ukraine... il neige presque tout le temps en même temps. C'est fou, là. Puis... T'es drôle. Es-tu autiste? Ouais! Faut que j'aille faire mon diagnostic. OK, on dirait qu'il faut passer tout le monde rendu autiste, mais je sais quand même. Je regarde beaucoup de vidéos de train aussi. On a pas la joke de train! Ouais, je regarde beaucoup de vidéos de train. Tu sais, j'ai eu une discussion avec Louis T. Puis, tu sais, je pense qu'il avait de l'air de penser ça aussi. Que tu l'es un peu, ouais. Puis quand je parle avec des personnes autistes, tu sais, puis même, tu sais, sur Reddit, là, comme, genre, tu sais, tu veux pas lire ce qui se dit sur toi sur Reddit, moi, c'est souvent des bonnes choses, tant mieux. Puis il y a souvent des choses que c'est, genre,
est-ce que Murphy est sur le spectre? Parce que moi-même, je le suis, puis je reconnais... Je connais certains patterns. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, ça se pourrait. Mais tu sais, je veux dire, tu le vois, là, tu me suis depuis plusieurs années, tu le vois qu'il y a des... C'est très répétitif, là, mes choses. Là. Oui. Il y a des patterns. C'est très routinier. Ouais, là, je veux ouais. dire, à tous les jours, j'allais sur la même intersection avec mon trépied, faire la même affaire. Puis, tu sais, c'est des compilations d'interactions tout le temps. Tu sais, c'est tout le temps. Mais... ça s'articule différemment, ça se réinvente, ça évolue, mais c'est tout le temps la même affaire, puis j'ai besoin d'être bien dans cette espèce de routine-là. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans que ça se peut. Avant qu'on aille sur Patreon, parce qu'on a une version Patreon sur le podcast, mais on va donner d'autres aussi, mais juste curieux, t'as dit que t'as grandi pauvre. Ouais. Moi tout, c'est un je suis encore pauvre. Moi tout, c'est un recurring thing sur mon podcast, quand je parle de mon enfance. Est-ce que quand tu grandissais pauvre, est-ce que tu te sentais épais? Ah oui. Ouais, hein? Oui, ben oui. Quand j'étais le petit gars le plus intelligent de ma classe, quand j'étais en première année du primaire, parce que j'étais le premier à être capable de lire, à être capable de lire des livres, des longs mots. Mais ton linge, il est laid. Fait que tu te sens cave, genre? Tu vois ce que je veux dire? Ben, il y a ça, mais il y a aussi le fait que t'es juste pas comme les autres. Les autres enfants te le font sentir très rapidement. Je sais pas si t'as vécu ça toi aussi. Moi, il est rentré chez nous, non, mais un petit chez vous! Exact. Moi, petit dans chez un vous! ancien chalet rénové. Là. OK. Un demi-sol, ça rue James Hawkesbury. Fait que, comme on avait tous ce commentaire-là, tu sais. C'est exact. C'est petit. Comment t'appelles ça? Voyons, le prelard. Ouais. Le cushion floor en Ontario. Comment? Le cushion floor. OK. Ben, c'est ça, mais ça, il était tout arraché. Ouais. Fait que ça, c'était tous des commentaires que je recevais. Ben, mes lunchs, c'était pas les mêmes, parce que les décorations intérieures, c'était pas les mêmes, parce que les enfants de la classe moyenne, c'était souvent... tout le monde était pareil. Là. Tout le monde voulait être pareil. Puis en fait, ce que je remarquais beaucoup, c'était que, personne n'était en compétition l'un contre l'autre. Tout le monde était juste content de ne pas être comme moi. Ouf. C'était ça, là. Fait que c'était genre, on se fait des high-fives parce que... Puis tu sais, c'était pas genre... Je vivais pas nécessairement de l'intimidation, mais c'était dans ma face. C'était genre, hey, on est... Tu sais, c'était comme, hey, on n'est pas comme lui, on n'est pas comme ses parents. Mais t'avais-tu d'autres amis, petits pauvres? Ouais. OK, good. Moi, tout. Genre, avec qui je suis resté ami. On était 6 gars petits pauvres. Il y en avait un, on disait que notre ami riche, il y avait des escaliers chez eux. C'était notre ami riche, mais t'es pas riche, tabarnak. Sur TikTok, quand je vois qu'il y a des gens qui ont des escaliers chez eux, puis qui disent, je veux vous montrer que c'est pas parfait chez nous, puis je suis comme... Ta gueule. Tes escaliers montent en haut, man. Ouais, c'est ça. T'as des escaliers, dog. C'est ça. Moi, s'il y avait des escaliers qui descendaient, soit que le sol n'était pas fini ou il y avait quelqu'un qui habitait là. C'est un des deux. C'est drôle parce que quand je parle de ça avec ma copine, elle voit ça différemment parce qu'elle fait comme, t'avais une maison. Non, exact. C'est ça, faut pas. Exact. C'est ça, mais tu sais, puis moi, j'ai des parents aimants aussi en passant. Fait moi aussi. OK, c'est ça. Ça a tout j'ai eu ce privilège-là. Exact. Parce que, tu sais, je veux pas rentrer dans les stéréotypes, là, mais tu sais, je veux dire, j'avais des amis que, justement, ce qui nous différenciait, ce qui faisait qu'on se reconnaissait, c'est qu'on était pauvres, mais ce qui nous différenciait beaucoup, c'est que, tu sais, mes amis, genre, ils envoyaient chier leur mère, là. C'était comme, chier, man, tabarnak, qu'est-ce que tu sais? Puis, tu sais, c'était ça. Mais moi, c'était genre, j'étais un caméléon avec mes parents. Si je sacrais dans le cours d'école avec mes amis, je sacrais pas avec mes parents, je voulais pas leur faire de peine, tu sais. Parce qu'ils étaient tellement aimants, ils étaient tellement gentils, ils nous ont donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, puis ils ont fait en sorte qu'on ressente pas nécessairement la pauvreté. Et quand je dis que j'avais une maison, tu sais, je veux dire, c'est un ancien chalet rénové, là, tu sais, que Pointe-Calumet, c'était une ville. C'était un village inondé avant. Là. Fait que nous, on était juste sur le bord du lac des Deux-Montagnes qui était tout le temps inondé. Fait que, tu sais, mon père, il a juste rénové ça, là, tu sais, mais on a tout le temps été pauvres. Puis à une époque où est-ce que les boomers s'achetaient des maisons comme ça. Exact. Mon père avait de la misère à arriver malgré tout. Des working poor qu'on appelle. Mes parents ont toujours travaillé, mais on était pauvres d'abord. On sortait des usines fermées, whatever. À un moment donné, où est-ce que ma vie a changé? J'avais 12 ans, mon père se pogne finalement une job à l'usine d'Hawkesbury, ce qui paye bien. Attends, excuse-moi, on allait à Hawkesbury avec mes parents. Tu me diras si je me trompe. L'usine de Norton, c'est ça? Les biscuits?
Oh oui. On allait là, mon père, pour sauver de l'argent, on allait gazer en Ontario. OK, ouais, ils sauvaient une pièce à whatever. Gazer en Ontario, cents, pour faire d'une pierre deux coups. On allait chercher des biscuits dans l'entrepôt ou l'usine de Norton. Félix et Norton? Non, je pense que c'est Leclerc. Biscuit Leclerc, non? Non, c'était Félix et Norton. Ça se peut. Mais ça, c'était ça. En tout cas, vas-y, excuse-moi. Non, mais non, c'est ça. Fait que. Malou, excuse. C'est beau, Malou, avec ça. Tu disais. Ouais, excuse-moi, je t'ai fait perdre. Non, c'est pas grave. Ben, tu disais. Non, il y avait pris un job à l'usine. Puis, à un moment donné, on était les funérailles de quelqu'un. Un monsieur, je ne savais pas c'était qui, puis il avait mis des fleurs, puis tout, il avait mis des fleurs sur le cercueil, puis là, je suis comme, il m'avait genre traîné moi, tu sais. Puis là, j'ai dit, pourquoi je te cite? C'est qui ce monsieur-là? Il dit, ce monsieur-là, c'est le monsieur-là qui a donné mon nom pour que je rentre à la shop. Fait que c'est grâce à ce monsieur-là qu'on a eu un petit bungalow après, puis que mon high school, ben, j'avais des jeans qui avaient de l'allure, un t-shirt qui avait de l'allure, tout ça. Puis moi, tu sais, quand j'ai grandi, puis quand je te dis à cause des parents aimants, puis des amis qui vivaient sur des rangs, fait que tu sais, j'ai grandi sur des fermes, tout ça, j'ai une belle vie, là, moi, c'est pas ça que je dis. Mais en avant au collège, tu caches, t'as grandi pauvre. Que là, tu arrives à Ottawa, parce que c'est comme plus de monde issu d'ailleurs que ta petite ville à toi, tu sais. Comme moi, je savais qui était riche à Hawkesbury, les enfants de médecins, les enfants de whatever. Là, j'arrive au collège, puis il y a quelqu'un qui dit ouais, non, je me rappelle, cette année-là, c'était rough, là, on n'a même pas été en vacances. Hein? Ouais. En vacances? En vacances? Ouais, j'avais fait un texte là-dessus. Jamais été en vacances, ma calice de vie. Moi non plus, jamais. Comme, moi, j'ai pris l'avion pour la première fois à 22 ans. C'est comme mon propre bill avec mon propre argent, tu sais, comme genre, fait que j'ai fait comme, OK, non, t'es pauvre, tabarnak. Quand quelqu'un me dit, mettons, quand je suis employé pigiste pour une entreprise, puis la personne me dit, genre, ben, excuse-moi, ta paye, ça va venir au retour des vacances. Ou mon père se faisait dire ça des fois, ou genre, tu sais, quand. Puis moi, je suis comme, hey, je sais pas c'est quoi. Fait que je suis chez nous à attendre ma paye. Ouais, c'est ça. Faut attendre 2 semaines chez nous à ma paye. Tu sais, puis moi, j'étais à Pointe-Calumet, là. Je voyais. Pointe-Calumet, c'est super aquaclub. Il y a un camping. Il y a le beach club. Puis il y a la plage d'Oka. Puis il y a un camping aussi, je pense, à Oka, si je me trompe pas. Puis il y a les pommes aussi à Saint-Joseph-du-Lac. Puis il y avait, moi j'ai toujours vu ça, là, des files de chars qui sont tous en vacances en même temps, là, les vacances de la construction et des affaires comme ça. J'ai toujours vu ça, j'ai jamais expérimenté ça de ma calice de vie. J'étais comme, mais c'est quoi ça? J'ai jamais compris, genre c'est fucked up. Là. Une affaire qui a changé ma vie, moi c'était un prof à l'université. Moi, j'étais dans l'armée pendant 8 semaines. En sortant de l'armée, j'ai été à l'université. Puis il y avait un prof qui m'a parlé d'Antonio Gramsci puis de l'intellectuel organique. Ouais. Ça a changé ma vie, ça. Ouais, quand j'ai commencé à lire ça, j'ai fait OK, non, j'ai jamais été épais. C'est que vu que j'avais pas de conscience de classe, je me suis dit, ben vu que je suis pauvre, ça veut peut-être dire que je suis épais. Ouais. Puis là, à un moment donné, quand j'ai commencé à checker l'historique de ma famille, là, on était pauvre en 1887. Fait qu'on a des pauvretés intergénérationnelles chez nous. Il n'y en a pas un qui s'en est sorti. Là. Moi, j'en suis sorti. Ma soeur aussi, rendue fonctionnaire, tout ça. Fait qu'à un moment donné aussi, ça a l'air niaiseux, on va faire un lien un peu comme avec The Wire, le film, l'émission The Wire. Okay? J'ai pas encore. C'est pas grave. Ouais. Mais il y a une scène là-dedans que c'est un gars syndiqué, okay, qui parle avec un avocat, puis le gars syndiqué, il dit, bon, c'est bien, toi, Chris, tu sais, tes enfants vont à Yale, puis le monsieur a dit, tu sais, mon arrière-grand-père est arrivé à New York, il aiguisait des couteaux. Mon grand-père, c'est parti une business d'aiguisage de couteaux, qui a payé pour l'université à mon père, qui a payé pour la mienne, puis ainsi de suite. Puis quand j'ai comme vu cette scène-là, j'ai fait... Hey, mon père, il a donné tout ce qu'il pouvait pour nous sortir de là. Je finis avec un deck, un bac, j'étais en affaires, j'ai tout ça. Mon père, il n'a eu rien de ça. Il travaillait dans des shops, puis dans tout ça. Puis ses parents d'avant, c'est encore plus pauvre que lui. Fait qu'on dirait qu'on a eu quand même un step-up dans la patente. Qu'est-ce qui était peurant aujourd'hui, c'est que ça commence à faire ça. Ouais. Ça veut dire que, est-ce que mon fils va être plus pauvre que moi? Tu sais, avec le AI, les jobs, tout ça. Fait que ça qui est un peu épeurant avec ce qu'on vit en ce moment, c'est est-ce que comme on a toujours fait ça au niveau des générations, puis là, on va commencer à faire ça. Ouais. T'as pas d'enfant? Non, j'en veux pas. T'en veux pas non plus? Non. Surtout pas dans ce monde-là. Non, c'est ça. Non, ça m'intéresse pas vraiment. Exact. Et là. Mais on va aller sur Patreon. As-tu quoi à plugger? Ben, mes vêtements, ma boutique Shopify, si vous voulez des vêtements, j'ai toujours des vêtements. J'essaie d'en créer au moins un par jour. Puis sinon, ben, mon Instagram, mon TikTok, mon Facebook, j'écris beaucoup. J'ai recommencé à écrire depuis que je suis monétisé sur Facebook. Je vais parler de Facebook sur Patreon. Parfait. Sinon,
Ben, YouTube, j'ai reçu l'authentification, le petit crochet bleu sur YouTube, alors que j'ai même pas de vidéo de long format encore. Okay. Fait que j'étais comme, c'est une validation proactive de la part de YouTube. Fait que là, ça m'a kické dans le cul pour faire comme, hey, OK, c'est rare qu'ils font ça en plus. Fait que j'ai fait, OK, je vais lancer ma chaîne YouTube. Fait que c'est pas mal ça, je pense. Je vais parler de YouTube aussi sur Patreon. Parfait. Okay. Puis moi, le 28 février, Sherbrooke, les billets, maxshowshow.com. Merci Murphy. Merci. Patreon, là, c'est nice, on est 500 clics là-dessus. Là. On parle pas il y a du monde là-dessus. Hey, j'étais un des premiers au Québec à avoir un Patreon en 2016. OK. Puis j'étais trop... Oh my God, j'étais trop dans les premiers que je pense que j'avais 170$ par mois. Ah ouais. Puis à un moment donné... Comme je savais pas quoi faire avec, je savais pas comment livrer les perks comme il faut, je comprenais pas trop que ça baissait jusqu'à temps que ça disparaisse. Ouais, c'est ça, mais j'ai été un des premiers, mais j'étais trop tôt. Moi, j'ai parti un Patreon de 6 ans, puis j'ai arrêté. J'aurais jamais dû arrêter. Je serais ailleurs aujourd'hui. Ouais, on prend une petite pause de nos verres d'eau. Patreon, je vais parler de Facebook, puis de ton YouTube. Yes. Bye, guys!